Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Au cœur de l'écho. Cette semaine, je vous emmène dans les coulisses du Louvre-Lens-Vallée avec Margherita Balzerani, directrice depuis mars 2022 de cet incubateur d'entreprises à vocation culturelle. Au cœur de l'écho, Patrick Beaumont. Bonjour Margherita. Bonjour. Installé à 2 pas du musée du Louvre-Lens, le Louvre-Lens-Vallée a fêté son 10e anniversaire en 2023. Plus d'une décennie durant laquelle le cluster a accompagné près de 150 projets vers la transition du territoire par le biais de l'entrepreneuriat, de la culture et de l'innovation. Cependant, avant de parler précisément du Louvre-Lens-Vallée, j'aimerais que vous puissiez évoquer pour nos auditeurs votre parcours qui est extrêmement riche et nous le faire partager. Eh bien, Patrick, je viens d'une ville qui s'appelle Rome. Très belle ville, une ville patrimoniale, et je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans dans une institution culturelle très réputée qui s'appelle le Palais de Tokyo, et j'ai démarré autant qu'historienne de l'art au sein de cette structure, autant qu'étudiante Erasmus. J'ai appris avec ses visiteurs le français. Et aussi, j'ai transmis l'amour pour l'art contemporain. Donc, dans ma carrière, en fait, j'ai traversé... je me considère comme une femme de terrain parce que j'ai traversé un petit peu tous ces métiers qui sont les métiers de la création, que ce soit les artistes, les designers, les artisans d'art et maintenant, plus récemment... Même les concepteurs de jeux vidéo. Les concepteurs de jeux vidéo, parce que dans mon ancienne vie, quand j'étais plus jeune, j'étais très passionnée par les jeux vidéo en étant fille d'un père informaticien. Et en fait, j'ai baigné vraiment dans ce codage et j'étais aussi commissaire, une des rares commissaires en France qui ont promu le rapport entre le jeu vidéo et l'art contemporain. J'avais un festival de machinima, qui sont des films réalisés à l'intérieur de moteurs de jeux vidéo. Est-ce qui était précurseur non, parce qu'aujourd'hui c'est assez répandu, mais peut-être qu'à l'époque c'était un peu précurseur. En fait, ce qui est intéressant, c'est une pratique, si vous voulez, amateur. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo, comme beaucoup de métiers dans les industries créatives et culturelles, c'est des métiers qui parfois sont issus d'une pratique amateur. Et voilà, c'est le cas des machinima, parce que c'est des joueurs, des geeks, qui, grâce à des moteurs de jeu, peuvent se expérimenter à la pratique du scénario, de faire des plans séquences de manière très très aisée. D'accord. Et voilà, cet amour pour la culture populaire, aussi bien pour l'art contemporain, pour voilà. Et toute ma carrière, en fait, elle s'est répandue dans les Hauts-de-France, qui est une région... Vous êtes arrivé, excusez-moi, en quelle année dans 2009. 2009, d'accord. Ma première fonction était directrice de Lille Design, qui était une structure très importante qui a fait la promotion du design dans les Hauts-de-France. Une émanation de Lille, capitale européenne de la culture. Aussi, c'était la volonté de faire de Lille la capitale mondiale du design, et effectivement, cette volonté a été exaucée. En fait, volonté politique, bien évidemment. Et en 2020, voilà, cette capitale mondiale du design est tombée au moment du Covid. Mais en tout cas, ce que je peux vous témoigner, c'est que dans la région de France, on a 750 designers indépendants, sans compter les designers intégrés chez Decathlon, qui sont très nombreux, 350. Oui, c'est énorme comme nombre, effectivement. Oui. Et ben, le design est au cœur aussi de notre structure. C'est une discipline qui nous importe, qu'on utilise à la fois dans notre méthode d'accompagnement, mais aussi c'est un moyen de observer les usages, de comment les personnes utilisent, voilà, comment ils vont au musée, comment ils appréhendent les œuvres d'art. Donc, et on l'utilise aussi pour accompagner, bien évidemment, les acteurs de la culture. Et après, donc, cette fonction... Vous avez postulé pour la direction du Louvre-Lens-Vallée? Avant ça, en fait, j'ai accompagné à nouveau une grande ambition. C'était l'ambition de créer un salon de renom qui soit proche international, qui soit proche un petit peu des salons qu'on retrouve à Bruxelles ou à Paris, et qui fasse la promotion, un salon vitrine des savoir-faire artisanal et du patrimoine. Donc, il vient de faire la clôture, le Salon international des métiers d'art
d'art à Lens que nous avons lancé voilà, avec la volonté, en lien aussi à nouveau avec le Louvre-Lens, vraiment pour mettre en avant tous ces savoir-faire, faire naître des vocations chez les jeunes. Et c'est un salon, cette année c'était 16 000 visiteurs, un salon gratuit, mais à l'époque 20 000 visiteurs, voilà, 350 exposants, tous les métiers, du céramiste jusqu'au taxidermiste. D'accord. Donc vous aviez un pied dans le bassin minier. Un pied. Et vous avez mis 2 pieds après. 2 pieds, parce que le bassin minier est un territoire extrêmement intéressant. Vous savez, germinal. C'est un territoire vraiment... Je prends l'exemple de Germinal parce que c'est à partir de ces terrils qu'on voit repousser une biodiversité, on va repousser des cèpes, on va arriver une flore et une faune sur ce qu'on pourrait considérer comme en étant des déchets, mais finalement, ces terrils font partie du patrimoine de l'humanité. C'est une métaphore pour vous du territoire ? C'est une métaphore, mais c'est aussi un paysage qui nous entoure et qui nous importe. C'est-à-dire que ce paysage, on a choisi de le révaloriser comme mémoire, comme patrimoine de l'humanité, parce que ce patrimoine est l'écueil d'un territoire qui est en transition, qui connaît une transition sociale, économique et surtout environnementale, et surtout grâce à la culture. Oui. D'accord. Donc, vous êtes nommé en mars 2022 à la tête du Louvre-Lens-Vallée, si je me trompe. Et pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas vraiment ce pôle d'excellence, pouvez-vous nous le présenter donc ? En fait, le Louvre-Lens-Vallée est arrivé sur le territoire une année après l'arrivée du Louvre-Lens. Je vous parlais de l'importance de la culture, c'est que sur cette ancienne fosse de mine, ils ont installé un musée. Un musée qui a été souhaité par les citoyens qui ne pouvaient pas se rendre à Paris. Et dans la continuité est arrivé Louvre-Lens-Vallée, donc lieu d'innovation culturelle et créative qui accompagne à la fois les porteurs de projets qui souhaitent proposer des solutions pour les acteurs culturels. Après, on y reviendra sur la typologie de porteurs de projets, de porteuses de projets qu'on accompagne. Et surtout, en 2018, il y a eu l'arrivée aussi du Louvre-Paris. Parce qu'à proximité directe de ce quartier qui peut être considéré comme un quartier culturel et créatif, on a le Louvre-Lens-Vallée, installé dans une ancienne école, et pas loin, à 5 minutes, le centre de conservation du Louvre-Paris qui accueille 350 000 œuvres. Mais c'est énorme, oui. Vous travaillez, vous venez d'en parler, vous travaillez également avec les acteurs culturels pour les accompagner, et en particulier, par exemple, les nombreux musées, on n'est pas loin de 100 musées dans les Hauts-de-France. Concrètement, comment vous les accompagnez ? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de votre accompagnement des musées ou des acteurs culturels ? Je voulais dire d'abord qu'on a la chance dans la région Hauts-de-France, cette région qui me tient à cœur. Que vous avez adoptée qui m'a adoptée, qui m'a accueillie, tout comme la France. En fait, c'est la région des musées. 92 musées de toute taille, de toute typologie, du musée de la dentelle jusqu'à la piscine, en passant par le LAM et le Louvre-Lens. Des musées qui ont un rôle très très important sur cette question de la transmission de la culture. Et ces 92 musées sont réunis dans une structure très importante qui s'appelle MuseNord, qui est une structure partenaire qui fait partie de notre gouvernance aussi. Et MuseNord réunit tous les acteurs, tous les directeurs des publics, de la médiation, et tous ces conservateurs sont réunis à l'intérieur de cette structure, de cette association, et on travaille activement avec MuseNord pour répondre aux attentes de ces acteurs pour faire évoluer les pratiques, que ce soit dans la médiation, la numérisation des œuvres, mettre en œuvre aussi des solutions à la fois numériques ou pas. Pour répondre à votre question, j'aime bien, j'ai à cœur de citer un exemple assez singulier qui est le musée de l'Eward, le directeur Luc Pirala qui fait appel à Louvre-Lens-Vallée pour se faire accompagner sur une question qui est primordiale. On parlait de mémoire, c'est la question de la mémoire des mineurs. Ces mineurs qui sont
qui font partie aussi du patrimoine immatériel. Leurs paroles étaient au centre de la médiation de ce musée. Le musée de la mine de Leeuwarden, qui est un musée très visité, qui est installé dans le département du Nord. Et, du Pas-de-Calais, excusez-moi. Du Pas-de-Calais. Et en fait, très important, ils sont venus nous voir parce qu'ils souhaitaient se faire accompagner. On a reçu un soutien important de la DRAC Hauts-de-France qui nous a permis de mettre en lien le musée avec une entreprise qui s'appelle Overton, qui est une entreprise transfrontalière qui est basée en Belgique et qui fait du design d'expérience. Comment on les a accompagnés? On a travaillé en lien avec la direction des publics, mais surtout, on a travaillé en lien avec ces mineurs. Ils ont réalisé 400 heures d'interviews. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Ces interviews ont fait l'objet des interviews filmées à taille échelle 1. Et voilà, aujourd'hui, grâce, j'ai envie de vous dire, il y a 5 ans, on n'aurait pas pu faire ce projet grâce à l'intelligence artificielle et en fait au machine learning qui permet de, face à une question du public, pouvoir générer la réponse précise qui est une réponse vraie parce que c'est la réponse du mineur et voir apparaître, non pas un hologramme ou un avatar, sûr, mais vraiment à échelle 1, être confronté à cette présence qui est une présence importante, celle du mineur. Donc voilà, vous pouvez visiter le musée de Leeuwarden et découvrir ce dispositif pour lequel on est très très fiers. Bien sûr, et vraiment enraciné dans le territoire. Au cœur de l'écho, plongé au cœur de la vie économique des Hauts-de-France, Patrick Beaumont. Nous sommes avec Margherita Balzerani, directrice depuis mars 2022 du Louvre-Lens-Vallée. Donc vous parliez des actions concrètes effectivement engagées par le Louvre-Lens-Vallée. J'ai vu que vous lanciez un nouvel appel à candidature en janvier prochain. Je voulais savoir un peu... Est-ce que vous avez une typologie? D'abord, première question, excusez-moi, ça fait combien d'appels de candidature depuis que vous êtes à la tête de l'institution? C'est le 2e, 3e? Alors, en fait, au départ, on lançait un seul appel à candidature par an. On s'est rendu compte que finalement, on est aussi un petit peu victime de succès parce qu'il y a très peu de structures, de lieux d'innovation qui accompagnent vraiment d'abord les industries créatives et culturelles, mais en lien avec les acteurs culturels. C'est pour ça aussi qu'on est financé par le ministère de la Culture, qui nous accompagne dans vraiment la question spécifique de l'entrepreneuriat culturel. On n'est pas très attaché à ce terme start-up, mais plutôt entrepreneuriat culturel. Et le mettre en lien avec les acteurs culturels. Et en fait, depuis l'année dernière, on a changé et vous pouvez, au fil de l'eau, donc chaque 3 mois, accéder et proposer des idées, des projets pour vous faire accompagner. Ça peut être au stade d'idée ou quelque chose qui est plus abouti. Qui est plus abouti. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, un quota pour accompagner ce genre d'entrepreneuriat culturel, ou bien ça dépend des années, Ça dépend des années, des envies d'entreprendre. On a vu, après le Covid, cette recherche de sens de la part des personnes, des femmes et des hommes, qu'on a pu accompagner, de revenir à des choses utiles pour tout le monde. Et la culture, comme c'est un élément qui se partage, je pense que est un bon élément pour pouvoir entreprendre. Et surtout, on accompagne des projets qui sont en lien avec la transition écologique. En tout cas, ça, c'est un élément, un critère sine qua non. Si le projet ne correspond pas à des critères, prend en compte des critères environnementaux, on ne l'accompagne pas. Donc, on accompagne en moyenne 20 projets par an. C'est énorme, effectivement, oui. Et on a, je tiens à le préciser aussi, quelque chose de très important et qu'on retrouve et qui est très singulier chez nous, une importance, c'est d'accompagner les femmes, surtout les femmes entrepreneuses. Vous savez, c'est très très difficile pour des femmes de se retrouver dans des
clusters, des incubateurs, comme ça qu'on les appelle, plutôt masculin. Des univers très masculins. Et au moment où ils ont des projets et qu'ils souhaitent les développer, même jusqu'à cette dynamique qui est la levée de fonds, aller chercher des financements, aller voir des banquiers. Et en fait, quand on est une femme, déjà s'organiser, c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, voilà, nous, on y tient vraiment à cœur et on a remonté la pente. C'est vrai qu'on accompagne à chaque promo de plus en plus de femmes et nos marraines, à chaque fois, c'est des marraines qui viennent de... voilà, c'est pas des parrains, c'est des marraines. La marraine de cette année, c'est Juliette Barthélémy, directrice des publics du Louvre-Lens. D'accord. Vous avez une équipe de combien de personnes qui vous accompagnent? On est 9. 9. Est-ce que donc dans cette équipe, chacun a une spécialité pour accompagner tel ou tel genre de projet, ou il y a beaucoup de polyvalence? C'est une équipe créative. Moi, j'ai envie de vous dire, de passionnés. Ce projet ne pourrait pas exister, pas seulement... vous savez, un directeur peut incarner, mais il ne peut rien faire tout seul. Donc, c'est grâce à cette équipe qui est experte, passionnée, que ce projet avance. En tout cas, depuis que je suis là, beaucoup de personnes ont été recrutées sous ma direction. Et voilà, ça va de la communication, de l'accompagnement en entreprise, des designers. Quelque chose qui est spécifiquement lié aussi à notre projet, c'est que nous avons un Fab Lab qui s'appelle le Muséolab et qui est en fait un laboratoire qu'on a hérité de l'université d'Artois avec des machines, des imprimantes 3D, des fraiseuses laser qui permettent à la fois aux porteurs de projets de matérialiser leur projet, donc avec un prototype. Et aussi, les porteurs de projets, les acteurs culturels peuvent réaliser des maquettes pédagogiques, ils peuvent réaliser au sein de ce dispositif plein de choses. Et on a un designer intégré, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Decathlon. On est peut-être la seule structure d'innovation qui a un designer intégré qui met au service à la fois des porteurs de projets et des acteurs culturels son expertise. Et c'est un éco-designer. D'accord, donc ça vous plaît, ça. Oui. Donc en fait, dans votre équipe, plusieurs personnes peuvent accompagner un seul projet à différents moments, évidemment, pas tous en même temps, mais... En fait, on fait appel aussi à des experts qu'on a souhaité appeler les éclaireurs. En fait, ces éclaireurs viennent de l'INPI, qui est une structure sur la question de la marque, des experts qui font, qui viennent plutôt de l'univers de BPI France. Ça c'est plutôt dans l'ordre de l'entrepreneuriat, mais aussi des artistes. En fait, on collabore avec le Frénois, par exemple. On a un moment où les artistes du Frénois peuvent intervenir au sein de notre structure, des graphistes pour travailler sur la question de la structure, de la communication d'une entreprise. Ce qui est très très singulier aussi, c'est que au moment où les porteurs de projets arrivent, il y a un acteur qui les accueille et qui va créer ce moment de convivialité qui casse un petit peu l'ambiance pour faire en sorte que le spectacle vivant, avec le corps, on puisse se retrouver, on puisse travailler dans un système de promotion. Parce que le spectacle vivant est aussi au cœur des pratiques qu'on accompagne. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous accompagnez aussi, vous essayez en tout cas d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs au féminin. Vous essayez de respecter ou de tendre vers une parité justement par rapport à ces projets ou pas du tout? Dans certaines promotions, on a même dépassé. Je me souviens, la première promotion, quand je suis arrivée en 2022, en fait, on a eu 80% de porteuses de projets, justement. Et chaque année, on est toujours un petit peu 50-50. Après, bien évidemment, on ne choisit pas les projets parce que c'est des porteuses de projets. C'est toujours les critères qui nous tiennent à cœur, celle des industries créatives et culturelles, qui est une palette extrêmement large. Bien sûr. J'ai lu que vous étiez habité par l'idée de dessiner le futur, et je voulais savoir un peu quel projet, que vous pouvez dévoiler évidemment, vous avez à moyen ou long terme pour le Louvre-Lens Vallée.
En fait, j'aime bien cette phrase et de dire que le Louvre-Lens-Vallée est le lieu où tous les possibles créatifs prennent vie. C'est le cas. C'est parce qu'on accompagne des personnes en lien avec la culture. Et pour citer Peter Drucker, qui disait « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, et surtout de l'imaginer ». On a à cœur de faire intervenir parfois aussi des designers qui, au sein de la promo, qui font des scénarios de fiction économique ou qui anticipent en fait ce qui peut arriver dans un futur très proche. En fait, des projections économiques, mais à leur échelle, bien sûr. Du design, ce qu'on appelle du design fiction. En fait, ça permet aussi aux porteurs de projets de se dire, en fait, dans 3 ans, les choses vont beaucoup, beaucoup changer. On le voit avec avec l'IA. Avec l'IA, mais pas seulement. Moi, j'ai envie de vous dire, on vit dans un monde où l'incertitude est vraiment fait partie de notre quotidien. Et c'est important de pouvoir se projeter au plus loin pour pouvoir être dans l'air du temps, dans les usages et dans ce qu'on projette, dans ce qu'on imagine. En tout cas, c'est un lieu d'intelligence collective, Louvre-Lens-Vallée. Et cette intelligence collective, elle est nourrie d'imaginaires souhaitables et désirables. D'accord. Vous définissez aussi un peu comme une chef d'orchestre du collectif. Est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs votre conception du management, justement? Et alors, question un peu bateau, est-ce qu'il y a un management au féminin? Alors ça, c'est très compliqué parce que je sais pas, l'idée de chef d'orchestre du collectif, c'est... J'ai fait le conservatoire et effectivement, l'idée de ne pas jouer une partition à une seule voix me dérange beaucoup parce qu'en fait, les intelligences, les impulsions de création, les désirs de création, il faut les mettre en commun pour pouvoir avancer plus vite. Si on avance tout seul et on impose son point de vue, je pense que c'est pas ne pas décider, mais décider ensemble, on est plus fort. Et donc, je pense que c'est une manière de pas diriger, mais de orienter le collectif vers une ambition commune. En tout cas, je suis quelqu'un qui a toujours porté des grandes ambitions. Je vous ai cité, Lille Design, ensuite le Salon international des métiers d'art. Et pour moi, cette révolution culturelle qu'on engage avec Louvre-Lens-Vallée est un projet collectif. À la fois un projet collectif parce qu'il est porté collectivement par l'équipe, mais il est porté collectivement aussi par les politiques, les acteurs culturels et les porteurs de projets. En plus, c'est vrai que les Hauts-de-France, c'est vraiment un territoire où la culture, depuis déjà de nombreuses années, est l'une des priorités. Il faut espérer qu'elle le reste d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est un terreau pour le Louvre-Lens-Vallée, un terreau fertile. Bien sûr, la culture, je vous disais, c'est un élément qui se partage, qui peut... sauver le monde, en fait, tout simplement. Le fait, on l'a vu pendant le Covid, combien ça a été difficile de ne pas pouvoir aller au théâtre, de ne pas pouvoir aller au cinéma, partager un concert. Et c'est là où je pense que ces entrepreneurs ont un rôle à jouer sur les projets qu'ils imaginent, donc ces imaginaires désirables et souhaitables qui peuvent... anticiper les usages ou même les inscrire dans un futur plus beau. Dernière question, dans votre parcours déjà très riche, en tant que femme, est-ce que vous avez rencontré des obstacles justement liés à votre condition féminine? Est-ce que pour vous, être une manager femme, c'est plus difficile que pour un homme? Oui. J'ai envie de vous dire oui. Oui, soyez franche. Je ne vous cache pas que, c'est... vous savez, ça, je me rends compte aujourd'hui qu'en ayant 2 enfants, 2 garçons, je les éduque justement à ne pas couper la parole,
je leur raconte des histoires de femmes incroyables, des trajectoires incroyables. C'est les trajectoires de Marie Curie, de Michelle Obama, toutes ces femmes qui ont été invisibilisées. Et moi, personnellement, la première difficulté a été de ne pas avoir de rôle modèle, de ne pas avoir de femme à laquelle m'inspirer, d'une culture, je vous cache pas, la culture italienne, elle est pas... elle est patriarcale, elle est patriarcale. Et voilà, quand je suis arrivée en France, un des premiers livres qui m'a inspirée, ça a été Simone de Beauvoir. Donc voilà, forcément, on ne devient pas une femme, on ne naît pas une femme, on le devient. Et en fait, autant que femme européenne, j'ai affirmé mon identité ici, face à des hommes qui peut-être ont toujours... manque de bienveillance, tout simplement. Manque de bienveillance, couper la parole, mettre en doute l'expérience, le professionnalisme. Mais après, je pense que, voilà, ne pas céder au syndrome de l'imposteur. Ça, c'est ce qu'on dit aussi à nos porteuses de projets, c'est que on est là, on n'a pas des petits projets, on a des grandes ambitions, on n'a pas des petites équipes, on a des équipes passionnées et il faut incarner, fédérer et porter les projets. Donc collectivement en tout cas, parce qu'on en est capable. Les femmes sont dans la bienveillance et dans le commun. Merci beaucoup Margherita Balzerani pour ce passionnant échange. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission de Au cœur de l'écho.